Bonjour, eh bien, sur cette vidéo en clair-obscur, manifestement, je vous propose justement une séance de révision sur deux notions contradictoires et complémentaires, les notions de conscience et d'inconscient. Je vous propose 5 définitions de la conscience et vous pourrez vous amuser, si vous voulez, à les mettre à la forme négative pour en tirer des définitions de l'inconscient. 5 définitions bien différentes, 5 perspectives radicalement différentes qui pourront, j'espère, vous aider à nourrir votre dissertation de philosophie. Commençons sans ordre, il n'y a pas d'ordre ou de préférence. Au baccalauréat, allez vers ce que vous avez envie de dire, vers ce qui correspond le plus à vos centres d'intérêt. Mais moi, j'essaie de vous proposer un certain nombre de perspectives, un peu plus de 3, pour nourrir au moins 2 ou 3 parties de votre dissertation en philosophie. Alors venons-en à notre sujet, la conscience. D'abord, d'un point de vue psychologique, la conscience désigne le moi, une instance qui a pour fonction d'arbitrer les conflits inconscients. Le moi s'oppose chez Freud au ça et au surmoi, qui sont largement inconscients en chacun d'entre nous. Le ça, C cédille A ou C majuscule A, c'est l'ensemble des pulsions qui en nous réclament satisfaction. Et le surmoi, ce sont l'ensemble des valeurs héritées de notre éducation, de notre environnement social, culturel, religieux, etc., qui nous ont façonnés depuis notre enfance. Eh bien, ces revendications du ça et ces exigences du surmoi sont en conflit. Et il y a un arbitre, notre moi, pris entre le marteau et l'enclume, qui a pour fonction d'arbitrer et de trouver le meilleur compromis possible entre ces revendications du ça et ces exigences du surmoi. Il a pour fonction de les rendre conscientes afin de trouver la meilleure stratégie ou le meilleur compromis possible. Oh, ce compromis rate toujours plus ou moins, et c'est ce raté qui définit chez Freud ce qu'on appelle la névrose, mais on peut le réussir partiellement, ce compromis. C'est le travail de la conscience. Devenir conscient, c'est verbaliser ces conflits. La conscience est un pouvoir de représentation qui passe nécessairement par une verbalisation. Voilà pour la première approche psychologique, psychologisante, psychanalytique, dites-le comme vous voulez. Je vous propose une deuxième approche morale, par exemple, sans rapport avec la première, du tout. Chez Rousseau, par exemple, dans la profession de foi du vicaire savoyard, il est question de cette conscience morale, guide infaillible qui est l'intuition en nous du bien et du mal. Cette petite voix de la nature, dit Rousseau. Jiminy Cricket, pour ceux qui connaissent Pinocchio. C'est cette intuition innée et comme naturelle que nous avons à la naissance, qui, selon Rousseau, n'est pas le fruit de notre éducation, mais de la nature directement. C'est directement la voix de la nature qui parle en nous, dans notre cœur. Voilà, donc une définition morale de la conscience comme connaissance naturelle, innée, du bien et du mal. Une troisième définition, si vous voulez, la conscience d'un point de vue médical, que je qualifierais aussi de sensualiste. Lorsqu'un médecin se trouve face à un accidenté, il peut dire « cette personne a perdu conscience ». Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'un accidenté a perdu
conscience? Qu'a-t-il perdu en perdant sa conscience? Eh bien, on voit que son pouvoir de perception, ses sensations, semblent neutralisées. Il ne perçoit plus le monde qui est autour de lui. On lui parle, il ne répond pas. Il ne réagit plus aux stimuli extérieurs. Il n'est plus en interaction. Et il le manifeste par une espèce de neutralité du point de vue des sensations et des réactions. Voilà ce que veut dire être inconscient. Être conscient, au contraire, c'est avoir des yeux et des oreilles grands ouverts, entendre et exprimer ce qu'on a compris par une réaction plus ou moins appropriée. C'est interagir. Je vous propose une quatrième définition de la conscience. La conscience, d'un point de vue intellectualiste, telle qu'on la trouve définie, par exemple dans la philosophie de Descartes. Dans les méditations métaphysiques, il est question d'un certain cogito. Or, on ne lit que trop souvent dans les copies des élèves de terminale qui n'ont souvent pas lu Descartes cette formule rebattue, ou en tout cas mal comprise, cette formule cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Qu'est-ce que c'est que la conscience chez Descartes? Je dirais que c'est le modèle de toute vérité. C'est la seule chose dont je sois absolument certain. Le modèle de toute vérité. Il y a là comme une illustration de la réflexion cartésienne sur la vérité. C'est la seule chose dont je ne puisse pas douter. Car pour douter que je sois conscient, encore faudrait-il penser. Donc, il est absolument certain que je pense. Et Descartes ajoutera, même si tout ce que je pense est faux, il est certain que je pense. Même si un malin génie s'amuse à me tromper à chaque fois que j'additionne 2 et 2, et que je crois que ça fait 4, même si cela était faux, pour me tromper, encore faudrait-il que je pense. Donc, je ne suis pas sûr du contenu de mes pensées. Je ne suis pas sûr du contenu de ma conscience, mais je suis sûr que j'ai une conscience et que toute son activité consiste à penser. Je peux enfin vous proposer une dernière définition de la conscience d'un point de vue spiritualiste. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, ou même certaines traditions philosophiques grecques, je pense au stoïcisme par exemple, le fait d'être conscient, c'est le fait d'être attentif. La conscience, c'est un pouvoir d'attention. Une attention qui est une sensation de la sensation. Vous en trouverez par exemple une belle définition dans les nouveaux essais sur l'entendement humain de Leibniz. La conscience, c'est la perception, l'apostrophe, c'est-à-dire le fait de s'apercevoir, de percevoir que l'on perçoit. Toute la journée, par exemple, nous entendons des choses, nous entendons des bruits, mais nous n'entendons pas forcément tous les bruits que nous entendons. Nous ne sommes pas forcément conscients de tout ce que nous entendons. Par exemple, en ce moment, si je tends l'oreille, je me rends compte, tout en parlant, qu'un oiseau chante dehors. Je ne l'entendais pas tout à l'heure, mais je peux y faire attention, c'est-à-dire entendre que je l'entends. À ce moment-là, le chant de cet oiseau devient pour moi quelque chose de conscient. Voilà, la conscience, c'est non pas une perception simple, mais une perception qui s'aperçoit elle-même, une perception au carré, si vous voulez. Et par opposition, Leibniz appelle petite perception les perceptions inconscientes. Toutes ces perceptions, et elles sont en nombre infini, toutes ces perceptions dont nous ne nous apercevons pas. Par exemple, vous regardez cette vidéo et vous avez bien vu que je portais
une espèce de chemise grise. Mais avant que je vous le dise, vous n'y aviez pas prêté spécialement attention. Vous l'aviez perçu inconsciemment. Maintenant que j'ai attiré votre attention dessus, vous le percevez consciemment. Tout a changé. Voilà, cette conception de l'inconscient, chez Leibniz, évidemment, n'a rien à voir avec l'inconscient freudien. Et sur le plan graphique, pensez à marquer la différence en mettant un I majuscule à l'inconscient chez Freud. Voilà, j'espère que ces quelques définitions vous auront aidé à réviser vos cours. Je vous souhaite de bons exercices préparatoires en attendant le baccalauréat et à très bientôt.